Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle émission de Libre Antenne consacrée à l'immobilier. Je suis en compagnie des experts de la Maison de l'Expertise. Je vous rappelle que la Maison de l'Expertise se trouve à la rue Blanquet au Terre-Saint-Ville, le numéro 28. Vulcain Robillon, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste des techniques juridiques et économiques de l'immobilier. Merci d'être là encore une fois. Merci. François Zelmac, bonsoir. Bonsoir. Diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, ainsi que Vulcain, je passe dessus, mais en fait c'est la même chose. Spécialiste des techniques juridiques et économiques de l'immobilier. Merci aussi d'être là. Thierry Léopold, spécialiste des techniques juridiques et économiques de l'immobilier, diplômé du Conservatoire et également intervenant à l'ICH et à l'université. Ouais. Et puis notre invité que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau. Merci beaucoup d'être là, Madame Loni. Merci. Alors, vous êtes généalogiste, successoral, d'accord? Et vous êtes également expert près-d'acte pour l'appel. On va revenir dans un petit instant vers vous d'abord, parce que je vais commencer par vous. Je rappelle que notre émission de ce soir est ouverte à tous les téléspectateurs. Vous avez la possibilité de nous poser vos questions. Le thème de l'émission, c'est l'indivision successorale. On ne va pas parler des indivisions qui ne relèvent pas du décès des personnes. Et le numéro de téléphone d'ici s'affiche, je pense. Grégory, merci pour l'affichage du numéro pour que les personnes puissent poser leurs questions. En tout cas, on va dire merci à Grégory pour à la fois le son et l'image. Alors, cette émission va se dérouler en deux parties. La première partie, nos experts sur le plateau vont vous témoigner de leur expérience en matière d'indivision successorale, toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées. Alors, on va commencer avec notre généalogiste. Je renouvelle mon remerciement d'être présent ce soir sur ce plateau. Dites-nous un petit peu, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre pratique professionnelle concernant précisément ces indivisions successorales? Alors, si vous le permettez, je vais déjà commencer par présenter mon activité, mon métier, ce que c'est que faire de la géologie successorale. Successorale, oui. Alors, le géologie successorale intervient généralement sur les conseils d'un notaire pour l'accompagner à la désignation des héritiers. Et pour schématiser, pour faire simple, c'est la règle des 3 I. Inconnu, incertain, introuvable. Il y a tout un programme. Quand le notaire a un doute sur l'identité des héritiers, il doit faire appel à un professionnel dont la charge sera d'authentifier la liste de ces personnes qui sont appelées à la succession d'une personne décédée. Et c'est ce cachet du généalogiste qui permet au notaire d'avoir l'assurance que son acte de notoriété. Alors, si je comprends bien, vous êtes un élément fondamental, essentiel dans la recherche des héritiers, c'est-à-dire en matière de succession, le notaire d'abord, vous ensuite. C'est quand même extrêmement important. Oui, c'est essentiel quand le notaire ne peut pas, avec la famille présente, identifier ces personnes. On va vous prendre un exemple peut-être assez simple. En général, malheureusement, à la suite d'un décès et les formalités d'usage, on va chez le notaire parce que le patrimoine du défunt le justifie. On ne va pas non plus chez un notaire si le défunt n'avait pas de biens à partager. Très bien. Le notaire demande à ses clients de lui présenter les pièces qui, à leur connaissance, identifient ses héritiers. Donc en général, c'est le livret de famille, ce sont des actes de naissance et des pièces d'identité. Mais il peut arriver que lors de l'entretien avec le notaire, les requérants disent « Ah, mais mon mari avait également un enfant d'un lit précédent, mais je ne connais pas cet enfant, je sais qu'il existe, il s'appelle Olivier, il doit avoir une trentaine d'années et c'est tout ce que je sais. » Donc le notaire lui demande « Êtes-vous en capacité de retrouver cette personne ?» Et si là il s'agit de la veuve et ne peut pas répondre, il dit « Eh bien je vous oriente vers un professionnel dont la charge sera de le retrouver et de l'appeler à la succession. » Un exemple assez classique de votre intervention. D'accord. Et ça vous arrive de voyager un peu partout dans le monde pour rechercher des héritiers? Alors, c'est un petit peu l'image que j'ai. Ça m'arrivait parce que maintenant avec le Covid,
J'ai plus tellement envie de me... Oui. Si, c'est possible, mais j'ai plus tellement envie de me... Comment dirais-je... En tout cas, pour l'instant, je limite mes déplacements. Voilà. Très bien. Je fais les Antilles-Guyane. Je fais la Martinique et la Guyane. Et en fait, en général, nous avons des confrères partout dans le monde et je fais appel à des confrères. Donc moi, je suis spécialisée dans mon secteur géographique, qui sont les Antilles-Guyane. Oui. En général, quand par exemple, vous avez des décès d'Antillais, ils sont décédés sur l'Hexagone et le bien se trouve sur l'Hexagone. Le notaire qui est sur l'Hexagone va solliciter des généalogistes pour identifier ses héritiers qui sont peut-être sur mon secteur. Oui. Et donc mes confrères vont me renvoyer le dossier. D'accord. Et moi, pareil, je peux avoir ici en Martinique des héritiers qui se peuvent retrouver dans la Creuse ou en Ille-et-Vilaine. Donc là, je vais faire appel à un confrère, tel un partenaire, pour faire son travail sur le secteur 2D. D'accord. Alors, dites-nous, d'après vous, quelles sont les difficultés qu'on rencontre le plus souvent dans le cadre de votre pratique professionnelle concernant précisément ces indivisions successorales? D'abord, les difficultés sont nombreuses, elles sont variées. Bon, on va prendre un exemple. On travaille malheureusement tous avec des successions très anciennes. Oui. Donc ça, c'est la première difficulté. Puisqu'en fait, quand on règle une succession, on doit appliquer les textes en vigueur à la date du décès. Oui. Donc imaginez que je règle une succession des années 1930, parce que malheureusement c'est encore le cas. La personne est décédée en 1930 et en 1930 survivaient ses enfants. Donc nous sommes en 1930 et il avait 5 enfants. Oui. Sauf que 4 de ses enfants sont depuis décédés. Donc il me faut faire la succession de 1930 et la succession des 4 qui sont décédés à leur tour. Donc je vais appeler un fils ou une fille, donc un enfant, et les petits-enfants appelés à la représentation des autres. Et c'est ça la difficulté, c'est que plus on retarde au règlement des successions, ouais, et plus les décès sont nombreux, et ça fait des successions en cascade. Et voilà, les difficultés, c'est que c'est le temps déjà. La mémoire s'oublie. Oui. On n'a plus les livrets de famille. On avait un cousin, mais on l'a perdu de vue. On a une grande tante, on ne sait pas si elle a eu des enfants. Et voilà. Et donc plus on tarde et plus les choses sont compliquées à se régler. Très bien. Alors, nous allons voir avec vous dans un second temps quels sont les conseils que vous pouvez donner aux gens pour éviter de se retrouver dans ce genre de difficultés. Je voudrais terminer mon tour de table avec nos experts. Vulcain Romero, oui. Dans votre pratique professionnelle, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, à votre point de vue, qui illustrent les difficultés de l'indivision successorale? Alors, je ne peux pas vraiment dire que c'est de l'indivision successorale, de prime abord, mais parfois, je suis sollicité pour des missions d'expertise, mais dans le cadre, par exemple, de personnes décédées, oui. Donc c'est l'indivision, effectivement, où le père avait sa maison, le fils a construit en dessous un appartement. Oui. Et la difficulté que moi je rencontre, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir que en fait, le propriétaire du sol, tout ce qui est au-dessus est réputé être la propriété de celui qui possède le sol. Donc, il me faudrait évaluer à la fois l'appartement, la maison du père et la construction que le fils a fait. Et la difficulté, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, les personnes en fait n'anticipent pas ces situations-là, ce qui crée des difficultés vis-à-vis de leurs frères et sœurs, par exemple. Parce que les frères et sœurs ne reconnaissent pas que ce soit leur frère qui a réalisé les travaux, par exemple, d'amélioration, d'agrandissement de la construction. On se retrouve dans une situation de difficulté, quoi. D'accord. Et on a un autre exemple, peut-être, non? Il y a ça, et puis il y a aussi ce qu'on appelle communément les maisons folles aussi, ouais. Où il y a un terrain, ce qu'on appelle un terrain familial. Il y a une tradition ici, de longues années, où les personnes avaient tendance en fait il y avait le père ou la mère qui donnait l'autorisation à leur enfant de construire par-ci et par-là. Et aujourd'hui, on sort dans une situation où on est en indivision, où on a des constructions, les personnes se pensent propriétaires de leur maison. Or, comme j'ai expliqué précédemment, le propriétaire du sol est propriétaire de tout ce qu'il y a au-dessus. Donc aujourd'hui, on a une indivision sur des constructions réalisées par des indivisaires. Et ça crée vraiment des difficultés en termes de parentage, oui. Parce que le géomètre a des difficultés à partager la parcelle pour que tout le monde ait effectivement un titre de propriété qui correspond
à sa construction. Et puis, ça crée aussi des surcoûts en termes de frais, de frais en matière de succession, quoi. D'accord. Et en général, les clients que vous avez viennent vous voir rapidement, ou bien et les choses s'étalent dans le temps, on se trouve en difficulté avec le temps, comme disait Madame Lenier à l'instant. Alors, encore une tradition qui est forte ici, c'est que généralement, les personnes ne viennent pas tout de suite régler les problèmes de succession. Il y a toujours un délai des fois d'1 an. Or, la déclaration de succession doit être faite 6 mois après le décès. Et ça peut être soumis à des pénalités si vous le faites après. Et c'est vrai qu'ici, on a tendance à attendre le deuil. Le deuil est assez long. Et les questions d'argent, on a quelques difficultés à les appréhender, ce qui fait que les gens attendent. Des fois, améliorent leur construction, des fois, modifient le logement qui est en indivision, enfin, ne respectent pas les règles qui devraient être appliquées en matière d'indivision. Voilà, c'est ça. Ce sont les mêmes éléments, les mêmes difficultés que vous rencontrez dans votre pratique? Ça peut être les mêmes difficultés, mais il y en a d'autres aussi également. Donc, je prends l'exemple j'avais été mandaté pour une vente de terrain. Mandaté, c'est pas dans le cadre d'expertise, une vente de terrain. C'est un terrain en indivision. Donc, j'étais 12 ou 14, je ne m'appelle plus, ça remonte à une dizaine d'années. J'étais 12 ou 14, je ne m'appelle plus. Et je leur avais demandé le prix du terrain. Ils m'ont dit, je vous donne le cas précis, 600 000 euros. C'est un terrain de 2000 m² au Robert. Bien sûr, 600 000 euros, c'était exorbitant, ça ne valait pas le prix du terrain. Donc, je leur ai conseillé de faire une expertise pour avoir la valeur du terrain. Du bien à vendre. Du bien à vendre, bien sûr. Donc, je n'ai pas pu le faire, je ne pouvais pas être jugé parti, donc c'est un autre expert qui l'a expertisé. Donc, bien sûr, le terrain était estimé à 220 000 euros. Donc, ça n'a rien à voir avec les 600 000 euros, d'accord? Bon, après, je me suis douté pourquoi ils voulaient 600 000 euros. J'étais 14, donc j'ai compris un peu le cheminement. Chacun voulait 150 000 euros. J'ai compris un peu le cheminement. Bon, voilà. Donc, 220 000 euros. Finalement, il y a une discussion entre les indivisaires, les créateurs. Il faut dire aussi que parmi les indivisaires, il y en a la moitié qui était ici, et les autres qui étaient en métropole, il y en avait même en Australie. Voilà. Donc, c'était compliqué. L'entente aussi était compliquée entre eux. Là, c'est vraiment un conflit entre les indivisaires, parce qu'il y en a vraiment qui voulaient les 600 000, il y en a d'autres qui ont dit, bon, voilà, l'expertise c'est 200 000, on essaie de rester dans la fourchette. Finalement, ça a bloqué. Il y a un blocage. Donc, je pense que jusqu'à présent, le terrain n'est pas vendu. Je suis passé à un frère qui était sur le terrain, qui était encore en train de cultiver le terrain. Donc, le terrain n'est pas vendu encore. Jusqu'à présent. Quelques temps, combien de temps? Mais une dizaine d'années, je dis. Une dizaine d'années, le terrain est encore là. Donc, mais la difficulté, vraiment, le vrai problème, c'est quoi? C'est maintenant, la commune de Robert a révisé son plus. Oui. Le terrain, il y a 10 interconstructibles. Alors, on va quand même être un peu plus technique. Moins technique. La commune de Robert a révisé son plan local d'urbanisme, c'est le document, d'accord? Oui. Et il y a une dizaine d'années, le terrain est inconstructible. Maintenant, il est plus constructible, là, maintenant. Il n'y en est plus. Il ne l'est plus, là, maintenant. Il l'était avant, il ne l'est plus aujourd'hui, d'accord. Voilà, vous voyez là, les dégâts que ça a causé. Oui. Donc là, maintenant, ils se montrent les doigts, je suppose, parce que, bon, là, ils ont pu en tirer une certaine somme. Là, le terrain, il ne vaut plus rien maintenant. Enfin, il ne vaut plus rien. La valeur au moins du terrain agricole. D'accord. Un euro, disons, on va dire 1 euro. 80 centimes, 1 euro. Mais pas pour la totalité de la parcelle, quand même, 1 euro. Il y avait un dessus, le terrain. D'accord, mais quand vous me dites que la parcelle vaut 1 euro aujourd'hui, oui. je pense que c'est une unité de mesure. Oui, une unité de mesure, bien sûr, c'est ça. Le prix, c'est ça. 1 euro du mètre carré. Du mètre carré. Oui, d'accord. 1 euro du mètre carré. 1 euro du mètre carré multiplié par le nombre de mètres carrés. On était à 2000 mètres carrés, je crois. Donc ça a chuté terriblement. Ça a chuté terriblement. Ouais. Donc encore un cas où s'ils avaient trouvé une solution entre eux, c'était entendu entre eux, il n'y aurait pas eu ce souci-là. D'accord. Est-ce que ça vous arrive d'avoir affaire à des indivisaires dont certains qui n'habitent pas ici à la Martinique et qui disent que le bien que vous avez évalué, il coûte un prix, j'allais dire le prix Côte d'Azur par exemple. Ça m'est arrivé une fois. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Oui, j'ai un exemple. Ça s'est passé, c'est un immeuble à Fort-de-France. Oui. Un immeuble en face, je vous dis exactement, c'est juste en face de la cour Pérignon. Un petit immeuble vétuste, oui. De deux niveaux. Oui. Qui avait été expertisé, je crois, 300 000, je crois, 300 000 euros, je crois. Je ne me rappelle plus du montant, c'est pas moi qui ai fait l'expertise. Oui. Et la propriété, enfin, l'héritier en voulait 1 million. D'accord. Non, mais. Pourquoi alors? Il faut entendre, je dis 1 million, je me dis, mais. J'essaie de discuter avec elle, je dis, moi, 1 million, j'écoute un peu ce qu'elle me dit. 1 million, oui, parce qu'on m'a dit que c'est les prix de l'habitant suisse. Ah ouais, d'accord. Exactement, en Suisse. Donc, c'est les prix de la Suisse à peu près. Donc, la Suisse sont 1 million. Donc, ici, ça va être 1 million aussi.
Je fais, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça du tout. Donc, fallait malgré l'expertise, hein, elle voulait 1 million d'euros. Donc finalement, j'ai lâché l'affaire parce que bon, elle n'entendait rien du tout. Mais tout ça pour dire que c'est compliqué. Il faut vraiment savoir expliquer aux héritiers que les biens, il y a une expertise qui est faite, c'est un expert public qui le fait, donc il faut quand même... c'est un avis qui donne, certes, mais son avis est proche de la vérité, quoi. D'accord. Et il y a aussi, autre exemple, il y a aussi la méconnaissance, je pense que la méconnaissance du droit successoral. Bon, c'est pas de leur faute, ils savent pas forcément, mais il y a une méconnaissance. Je vais en donner un autre exemple encore. J'ai fait une expertise pour une dame qui m'a dit qu'elle voulait donner à sa fille, faire une donation à sa fille. Oui. À sa fille, donc je vais la voir, c'est à Ducos. Et elle me dit, voilà, je vais donner ma maison à la fille. Je lui dis, bon, vous êtes propriétaire de la maison. Si ma mère est décédée, donc elle a commencé. Je dis, bon, attendez, laissez-moi voir le titre. Et effectivement, les parents sont décédés, donc la maison est en indivision. Je lui dis, mais vous êtes en indivision? Elle me dit, non, on est 3 frères et sœurs, 2 frères et une sœur, et j'ai pris cette maison-là, l'autre frère a pris cette maison-là, et la sœur a pris l'autre maison de notre commune. Je dis non, ça se passe pas comme ça non plus. Ça se passe pas comme ça non plus. Vous n'êtes pas propriétaire de la maison. Vous avez un tiers de la maison, certes. Vous avez chacun un tiers dans chaque bien que vous avez. Je dis, ah bon, oui. Vous n'avez pas encore fait la succession. Donc vous avez un tiers de chaque maison. Donc là, il y a aussi la méconnaissance du droit. Donc je pense qu'il faut aussi que ces gens-là se rapprochent des gens compétents pour l'expliquer. C'est votre faute, vous les professionnels, qui ne faites pas suffisamment savoir que vous existez, que vous pouvez aider les gens. Je vous taquine quand je dis ça, bien entendu. Si, on fait quand même, ils savent qu'on est là. Ils savent. Ce matin, j'ai eu un appel ce matin, oui monsieur, je ne me rappelle même plus pourquoi, c'était pour un problème d'indivision, ok, également, ce matin même. Oui. Elle m'appelle, je ne me rappelle plus de la raison pourquoi. Je vais les conseiller, elle m'a appelé, je ne me rappelle plus du sujet exactement, mais c'est un problème de division. Donc elle m'a contacté, donc c'est que les gens peuvent appeler quand même. D'accord. Et vous êtes à leur écoute, vous êtes disponible? Toujours prêt à donner le conseil, donc il faut. D'accord. Si je ne peux pas, je le dirige vers la personne compétente. D'accord. Alors, Monsieur Léopold, on a toujours des difficultés avec les estimations en matière de succession. Il y a toujours des tiraillements, ça se passe toujours difficilement. Alors, ça dépend. C'est vrai que dans la majorité des cas, ça peut se passer bien. Et puis, des fois, pour des détails importants quand même, oui. On peut être amené à aller au niveau judiciaire et puis avoir des contre-expertises qui sont lancées justement pour pouvoir rapprocher des points de vue de ces personnes qui ne sont pas tout à fait d'accord. Elles ne sont pas d'accord entre elles. Alors, sur les évaluations, c'est ça? Elles ne sont pas d'accord sur les évaluations, elles ne sont pas d'accord sur le partage qui peut être mis en place. On remarque des fois qu'il y a des petits tiraillements d'anciennes rivalités qui remontent aussi. Peut-être il y a des préférences que certaines personnes manifestent. Et effectivement, au niveau des estimations, c'est pour ça que les experts sont précis et n'hésitent pas aussi à beaucoup, dans ce genre de cadre, à avoir des estimations, des expertises où des personnes font jouer ce qu'on appelle le contradictoire de manière à ce que toutes les personnes puissent être présentes et puissent exprimer éventuellement leur point de vue et qu'ils puissent au moins tirer une certaine analyse. D'accord. Moi, ce qui me vient en tête, c'est concernant l'indivision, c'est cette situation où j'ai été approché en tant qu'expert et avoir à raisonner des gens en droit, des gens qui sont des frères et sœurs, où le frère handicapé est dans la maison et pour une raison ou pour une autre, son autre frère veut absolument posséder cette maison et ne tient plus compte des intérêts qu'ils peuvent avoir, parce que quand vous êtes dans ce type d'indivision, vous êtes tous propriétaires de cette maison, mais et vous devez tous partager les droits qui sont rattachés à cette maison, c'est-à-dire en principe donc les droits de location, les droits d'utiliser la chose d'habitation et les droits de vendre cette chose sont communs à tous. Et beaucoup ont tendance à vouloir dire, enfin je dis en quel moment, mettez idéo et puis je prends la maison. Ça ne peut pas se produire comme ça. Et
et c'est vrai que on arrive quelquefois à des situations où il y a une telle incompréhension dès le départ qui ne nous facilite pas la chose, puisqu'on doit entrer dans une certaine pédagogie vis-à-vis des personnes. Est-ce qu'il y a des refus quand, par exemple, on décide d'évaluer les biens de la succession? Est-ce que lorsqu'il y a un occupant quelquefois, enfin je prends un exemple, est-ce que celui qui occupe le logement quelquefois refuse de vous laisser pénétrer pour faire les évaluations? Alors ça vous est arrivé? Oui. C'est arrivé. Et c'est vrai qu'il faut des fois expliquer que c'est dans son intérêt aussi que les choses sont menées à bien. Comme disait tout à l'heure Roméo, il y a des délais, normalement, 6 mois pour éviter à l'issue des décès pour pouvoir liquider, faire le nécessaire concernant les successions. Pour ne pas avoir de pénalité. Alors, pour ne pas avoir de pénalité. Il y a aussi j'ai assisté à des expertises où vous voyez, j'allais dire un pack, alors un groupement de frères qui envoie un, et vous êtes là et vous vous dites, j'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise parole, parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer, ça peut partir dans tous les sens. Et il y a des vieilles histoires de famille qui remontent. J'en ai fait une il y a deux semaines. J'ai même assisté à des crises d'angoisse par la suite. C'est que on peut arriver à des petits mélodrames liés finalement à des choses où peut-être qu'une anticipation des parents avant ou de ces personnes avant auraient évité d'arriver à ce... Mais ce sera l'objet de la deuxième partie de notre émission concernant les anticipations, en tout cas les pistes qu'on va donner à nos téléspectateurs pour éviter de se retrouver dans cette situation aussi conflictuelle. Je reviens à ma généalogiste. Est-ce que vous avez encore d'autres témoignages par rapport à ce qui a été dit pour venir compléter ce qui a été dit ou bien contredire ce qui a été dit entre-temps sur ce plateau? Je voulais refaire encore un tour de table sur les témoignages avant de passer à autre chose. Alors, des témoignages, ce sont des dossiers que j'ai tous les jours, effectivement, concernant des situations qui, quelquefois, sont malheureuses, mais quelquefois, il y a de bonnes issues. Moi, j'ai plutôt envie de donner l'exemple d'un dossier qui s'est bien terminé, parce qu'en fait, j'identifie les héritiers, je les localise et je les représente. Et là, dans ce cas, un monsieur est décédé à la Martinique, laissant des héritiers connus qui se sont présentés, ainsi qu'une veuve. Tout avait l'air assez simple, sauf que, le notaire a eu un doute et il a souhaité vérifier s'il n'y avait que ces 4 personnes, 3 enfants et une veuve. Et effectivement, j'ai découvert que ce monsieur avait eu une autre liaison qui avait donné naissance à un enfant alors que la veuve l'ignorait. Et c'était plutôt une bonne nouvelle pour cet enfant que d'être intégré dans cette succession, parce que à défaut de mon intervention, elle aurait été complètement lésée. Donc elle était effectivement reconnue par son papa et elle avait une part identique à ses frères et sœurs. Donc pour elle, je l'ai représentée dans ce dossier et c'était plutôt une bonne nouvelle. Très bonne chose, Alors un peu moins pour la veuve et les autres, mais c'est aussi ça, protéger l'intégralité des héritiers. Très bien. Je sais que ça fait 25 ans que vous êtes dans le métier. Oui, effectivement. Je ne me trompe pas. Et est-ce que vous avez ressenti un changement dans l'attitude des Martiniquais de manière générale concernant ces histoires de succession? Enfin, c'est un sentiment que j'ai l'impression que les gens commencent à organiser les choses, ou bien est-ce que vous avez un point de vue différent sur ces questions-là? En fait, j'ai l'impression que les choses avancent, que les gens prennent conscience qu'il faut régler ces choses-là. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que c'est pas tout à fait la vérité ce que je dis. Alors, moi, d'abord, j'ai envie de dire qu'effectivement, aujourd'hui, les gens ont quand même, avec Internet notamment, de plus en plus accès à l'information et à la formation. Donc, ce que leurs parents n'ont pas pu faire, ils sont aujourd'hui en mesure d'aider, en tout cas d'accompagner leurs parents à régler les successions. Il y a de plus en plus de sachants. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Le fait est que,
il se trouve que dans ma clientèle, en tout cas, ce sont souvent des personnes qui restent quand même âgées. Oui. Et elles se décident un peu, entre guillemets, en fin de vie, à se dire, je suis, comme disaient les experts, je suis propriétaire, en réalité occupant sans titre, et je voudrais régulariser ma situation pour protéger mes enfants. Oui. Et ce qui me peine un petit peu, c'est que ce parent se retrouve un peu seul à vouloir régler une situation qui va profiter à ses enfants, qui sont, eux, souvent dans des situations assez confortables, individuellement. Ils laissent à leur mère ou leur père la seule charge, n'est-ce pas, des honoraires que va représenter la sortie d'indivision. Donc, oui. Et j'éclate de rire parce que j'ai eu vent d'une histoire pareille très très récemment où la mère me disait mais ma fille travaille, elle a les moyens, elle pourrait quand même contribuer à payer les frais de notaire, je suis en train de lui faire une donation et apparemment pour la fille, maman va s'occuper de tout, y compris financièrement. Je partage tout à fait ce que vous avez dit. Ce qui peut conduire à des cas, parce que j'ai expertisé une maison dernièrement, et le coût de la maison, puisque la maman l'avait amélioré, on avait fait une superbe résidence, faisait que le calcul qu'elle avait hypothétiquement fait au niveau des frais de notaire lui faisait dire « Ouh là là, je ne vais pas plus loin, les manqués morts ». Oui, ils ont très débrouillés comme ça. Alors, on va donner la priorité aux appels. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, voilà. Bonsoir, monsieur. Quel est votre prénom? Quel est votre prénom? Marguerite. Marguerite, vous nous appelez d'où? Du Diamant. Du Diamant. Quelle est votre question, Marguerite? Voilà. Mon père, il est mort en 2009. Je suis l'aîné, mais d'un lit différent. Mais je porte son nom, puisqu'il m'a reconnu. J'étais quasiment dans le ventre de ma mère. Et puis, je suis partie, je suis revenue. Et j'ai appris qu'il était malade, tout ça, donc je suis allée le voir. Quand il est décédé, ils ne m'ont pas mis aux avis, quoi que ce soit, parce que comme il s'est marié et puis il a eu 2 enfants, pour eux j'étais inexistante. Donc quand j'ai appris, quand il est mort, ça m'a fait un choc. Et puis je suis allée, j'ai ouvert la succession. Et à ce jour, la succession n'est toujours pas réglée dans la mesure que j'ai un demi-frère après qui a tout, parce qu'il y avait un terrain agricole et puis il y avait d'autres terrains constructibles à Trinité, au Robert. Il a vendu. S'il y avait 200 bœufs, il a vendu. S'il y avait des chevaux, il a vendu tracteur, les cuves d'eau. Il a tout vendu. Qui c'est qui a vendu? Étant donné que comme j'ai ouvert la succession, il y a une maison au Robert qui est en train de pourrir. J'ai un notaire et le notaire a voulu que c'est moi qui me débrouille pour faire l'expert, qui doit expertiser. Et là, je vous parle, j'ai rendez-vous le 8 au tribunal avec le juge. Donc je suis un peu perdu, donc je vous écoute là, mais je suis un peu perdu, je ne sais quoi faire. Alors, Marguerite, je vais vous poser 2 questions. La première question, qui c'est qui a vendu les biens? C'est votre demi-frère? Mon demi-frère qui l'a vendu au Black. Très bien. Oh là, au Black, d'accord. Et quel est... Il a vendu quoi? Le cheptel. Le cheptel. Il n'y a pas que le cheptel, Marguerite. Il a vendu... Le cheptel, je pense. Marguerite, précisez-nous ce qu'il a vendu. Il a tout vendu. Il a vendu le tracteur, il a vendu le cheptel, il a vendu les voitures, les cuves d'eau de 10 000 qui est sur le terrain agricole. D'accord. Il a construit sur un terrain qu'il a fait piscine débordante. Mais tout ça, maison folle, tout ça. D'accord. D'accord. Alors, vous dites que vous avez rendez-vous le 8. Quelle est votre question exactement? Normalement, étant donné qu'il n'y a pas eu d'expert, parce que je vois expert en immobilier, normalement, le notaire devait déjà tout expertiser. Non, tout dépend. Tout dépend à quel stade c'est au niveau de... Parce que si c'est vous qui avez ouvert la succession, peut-être que les autres frères et sœurs n'ont pas ouvert la succession et que c'est vous qui avez fait la démarche auprès du notaire. Ils sont même, puisque je les ai assignés, il y a un qui a su là où j'habitais, il est même venu me voir. Oui, mais est-ce que la succession a été réglée déjà chez un notaire? Oui, elle a été ouverte parce que la femme de mon père
femme de mon père était convoquée, elle voulait partager, elle voulait le partage à l'amiable. Mais malheureusement, elle est morte. Et sans expertise? Comment? Sans expertise? Non, elle voulait, on avait rendez-vous chez le notaire avec l'avocat, parce qu'elle avait son avocat, j'avais mon avocat, et on a voulu partager, mais elle est morte. Aussi. Bien sûr, c'est ça. Mais il y a quelqu'un qui... Il y a un écho derrière. Non, c'est pas... Elle explique à Marguerite ce qu'il se fait dire, donc on va entendre un petit peu Marguerite. Non, c'est la télé. Ah, d'accord. Ça revient, c'est un écho. Marguerite, on a perdu. Grégory, on a perdu Marguerite. D'accord. Bon. Allô? D'accord, oui. Oui, on vous avait perdu tout à l'heure. Oui, ben parce que je me suis déplacé. Très bien. Simplement. Voilà. Alors, je suis désolé. très bien. Alors, vous nous avez dit que vous avez rendez-vous le 8 au tribunal. Oui, c'est bien ça. Parce que j'ai changé d'avocat, Oui. parce que j'avais Maître Moreau, enfin j'ai pas le droit de nommer les noms. D'accord. Là, qui bon, elle était là, elle n'a pas, après 4 ans, chaque fois j'allais la voir, elle me dit, ah ouais, mais vous portez pas le nom de votre père. Or, je suis la première, je porte le nom de mon père. Donc, une erreur monumentale. Oui. Et j'ai changé d'avocat, mais j'ai gardé le notaire. Toujours le même notaire, et les trucs n'avancent pas d'un iota. D'accord. C'est moi qui, chaque fois, il faut que j'appelle, il faut que je demande où ça en est. J'avais rendez-vous le 25, il y a eu un problème, l'avocat ne pouvait pas me représenter, nanani, toujours, il y a toujours un hic. Marguerite, quel est l'objet du litige? Vous faites un procès pour quoi faire? C'est vous qui faites le procès? Moi, je veux le partage, point. Voilà, pour demander le partage. Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Oui. Bonsoir Martine. Marguerite. Oui. Marguerite, pardon. Marguerite, oui. L'acte de notoriété après décès a-t-il été établi? Je pense, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre. Est-ce que vous savez de quoi je parle quand je vous parle d'un acte de notoriété après décès? Je l'ai. Vous l'avez? Oui. Donc il a été établi? Oui. Donc si l'acte de notoriété après décès a été établi, votre qualité d'héritier est certaine. On n'a pas à revenir dessus. Elle n'est pas à contester. Parce que vous avez fait tout à l'heure une remarque en disant que vous ne portiez pas le nom de votre père. Une fois que je porte le nom de mon père. Oui, enfin, je veux dire, une fois que l'acte de notoriété après décès est établi, oui. Vos droits héréditaires sont acquis. D'accord. Donc là, aujourd'hui, vous êtes en procédure pour faire le partage judiciaire. Oui. D'accord. Et nous sommes 3. Et quelle est votre question? J'ai pas compris. Ma question, c'est que j'ai le demi-frère, parce que comme on n'est pas du même lit, a tout vendu, a vendu une très grande partie des choses. Il a vendu au black. Je précise au black. D'accord. Comment ça doit se passer? Qu'est-ce que je dois dire au juge? Je voulais que vous m'aiguilliez. En vrai, tout ce qu'il a vendu fait partie de l'indivision, fait partie des biens du défunt. Donc, s'il a pris l'initiative de vendre de son propre chef les biens meubles et les cheptels et tout, après, il faudra que vous puissiez démontrer, prouver qu'il y avait effectivement ces biens-là qui étaient préexistants, en fait. C'est ça la difficulté. C'était à la chambre d'agriculture parce que mon père travaillait. Donc s'il y a des éléments qui démontrent. Il y avait une exploitation de 14 hectares. Donc tout était répertorié puisque ils vendaient des bœufs, il y avait la balance des bœufs, tout et tout. Il y avait tout. Voilà, il a tout vendu. Balance bœufs. Il a vendu. Donc ça, même s'il a vendu au moment du partage. Si jamais effectivement ça a été, on peut prouver effectivement que votre père avait tous ces biens-là, au moment du partage, ça sera pris en compte et il y aura un rééquilibrage qui sera effectué entre vous et votre frère et vos frères et sœurs. Voilà. Et il a construit on a du terrain à Trinité, mais il a fait une super grande maison avec, je m'en moque, une débordante, mais il n'a pas normalement. Il a construit, c'est une maison folle. Comment ça doit se, comment faire pour, je sais pas. Alors, parce qu'il n'a pas droit, il fallait avoir le partage parce qu'on est 3. Oui. Avant, parce que s'il a construit, c'était 3000 et quelques mètres carrés. Oui. C'était bien sûr, vue sur mer, mais il a construit sur une très grande partie.
Comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs possibilités. Alors, il y a plusieurs possibilités. Donc là, en réalité, c'est un terrain en indivision. Il a construit dessus. Donc, on considère normalement, juridiquement, que tout ce qui est sous le terrain appartient au propriétaire du terrain. C'est-à-dire que c'est même la maison en indivision. Mais lui, en construisant sur le terrain, il a apporté une plus-value au patrimoine préexistant. Donc, ça voudrait dire que vous, si jamais vous récupériez la maison, admettons, les individus récupèrent la maison, ils auraient dû payer en fait pas une récompense, mais une compensation à la plus-value qu'il a octroyée au bien individu. Donc généralement, comment ça se passe? Le géomètre vient, il partage la parcelle. Admettons que votre frère a obtenu une parcelle plus importante, parce que comme il a déjà construit dessus, on lui attribue la parcelle sur laquelle il y a sa construction. Tout à fait. Mais admettons que lui, qu'on fait le calcul au niveau du partage, a obtenu un patrimoine plus important que les autres indivisaires. À ce moment-là, lui, il sera redevable du paiement d'une soulte aux autres indivisaires en compensation. Ce serait une compensation financière, vous voyez? D'accord. Et tout ce qu'il a vendu au Black Sack, comme je vous dis, ce qu'il a vendu, c'est la seule problématique que vous avez, c'est vraiment la question de preuve. S'il y a tous les éléments qui peuvent démontrer effectivement que c'est lui qui a vendu et qu'il y avait ce bien-là était au moment où ce bien-là était présent et que lui il a pris l'initiative de vendre, ça va rentrer également dans la masse successorale et ensuite quand le notaire va faire le partage, il va prendre ça en considération pour le partage entre les différents héritiers. Mais la question. Et puis il y a un autre truc, qui s'est passé aussi. Quand votre papa il a de l'argent à la banque, comment ça se passe? C'est bloqué normalement. Alors là, effectivement, l'argent est bloqué et ce sera au moment. En fait, quand on parle du patrimoine du défunt, on parle aussi bien des biens immobiliers, terrains, maisons et tout. On parle également des biens immobiliers, également des sommes qui sont en numéraire, des sommes qui sont en banque. Donc, le notaire va prendre en considération tout ça. Une fois qu'il aura pris en considération tout ça, il va faire le partage, il va débloquer les fonds et il va partager entre les héritiers en fonction de ce que chacun aura reçu en réalité. L'objectif étant d'équilibrer entre les héritiers. D'accord. Alors, Marguerite. Étant donné que je suis la seule à dépenser, même ça reviendra, ils sont obligés de me dédommager. Oui, ils vont vous dédommager, oui. Vous demandez la facture. C'est vous qui avez, normalement c'est à la charge de tout le monde de faire ces dépenses-là. Comme c'est vous qui êtes à l'initiative, si vous attendez les autres, s'ils n'ont pas intérêt à le faire, ils ne vont pas le faire. Donc, autant que vous fassiez, vous faites établir une facture à votre nom et vous remettez la facture au notaire disant que voilà, vous avez dépensé tant et qu'il faut également une compensation, dédommagement vis-à-vis des dépenses que vous avez effectuées pour régler cette situation d'indivision. D'accord. Et j'ai une demi-sœur, Gaëlle, qui dit que ça ne l'intéresse pas, elle ne veut pas entendre parler de ces trucs-là. Je lui dis qu'il faut faire une lettre disant que tu sors de tout ça. C'est pas une lettre. Parce qu'on est droit. Ce n'est pas une lettre, madame, excusez-moi d'intervenir. Okay. Ça s'appelle une renonciation à succession. C'est une formalité très précise, une formalité gratuite d'ailleurs, et il faut qu'elle s'adresse, si le décès a eu lieu dans la circonscription en Martinique, à Fort-de-France, au palais de justice à Fort-de-France, où vous pouvez trouver en ligne sur impôt.gouv.fr le formulaire qui se télécharge. Une fois que vous l'aurez rempli, vous le déposez au palais de justice, accompagné de l'acte de décès de la personne pour laquelle elle renonce, de son acte de naissance et de sa pièce d'identité. Une fois que ce sera remis au palais de justice, le palais de justice va enregistrer sa requête et va lui renvoyer un formulaire qui s'appelle l'accusé de renonciation à succession. Mais il faut que vous sachiez, madame, que la renonciation à succession, dans la mesure où la notoriété a déjà été établie, la notoriété donc elle a la qualité d'héritier. Et effectivement, sauf si mes confrères me contredisent, on peut renoncer à la succession tant que la succession n'a pas été réglée. Mais voilà, il faut qu'elle fasse des démarches officielles. D'accord. Une feuille de papier. Je suis plus éclairée dans tout cela et cela traîne. Et pourtant, quand j'ai entendu que vous avez le collègue à côté a dit 6 mois, j'ai fait toutes les démarches, mais
Je suis à la case départ. Donc, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous dis que l'émission est très, très, très intéressante. Merci à vous et merci encore. Ne nous quittez pas, Marguerite. Marguerite, restez là 2 petites minutes. En fait, merci à vous. Merci. Marguerite, ne nous quittez pas. Restez là 2 petites minutes. La précision des 6 mois. Les 6 mois, c'est pas pour le parentage. Les 6 mois, c'est pour la déclaration de succession. C'est-à-dire qu'il faut déclarer le patrimoine du défunt dans les 6 mois. D'accord. Si, c'est ce que j'ai effectué. D'accord. Donc, vous êtes dans les temps. Marguerite, oui, j'étais dans les temps et rien n'a bougé, quoi. Rien, j'ai pris... Très bien. Une petite question, Marguerite. Marguerite. D'accord, merci encore. Marguerite, une petite question. Marguerite, vous avez parlé d'expertise tout à l'heure dans votre exposé tout à l'heure. Je pense que ce sera une de vous. Non, c'est pas ça la question. Je pensais que vous disiez que l'expertise n'a pas été faite. C'est quelque chose de... Non, ça n'a pas été fait. Mais quand j'ai demandé à faire l'expertise, le notaire me dit que c'est moi qui dois la faire. J'ai dit à vous. J'ai dit mais c'est pas moi, c'est à vous, c'est votre boulot, pas moi. Ah non, le notaire va pas dépenser pour vous. En fait, le notaire a un rôle de conseil pour vous orienter soit par une personne, un professionnel qu'il connaît, puisque le notaire travaille avec des experts, ou soit il vous laisse la possibilité de choisir, puisque c'est vous qui êtes requérant et que vous serez finalement celui qui va financer cet expert. C'est effectivement pas de son rôle, madame. Ce n'est pas le rôle du notaire que de faire l'expertise. Oui, tout à fait. À moins qu'il ait à l'intérieur de l'office un cabinet d'experts, ça peut arriver. D'accord. Et vous avez parce qu'elle m'avait dit qu'elle allait s'en occuper, mais elle m'a dit qu'elle avait quelqu'un et le quelqu'un n'est jamais arrivé. D'accord. Si c'était pour payer, le souci n'était pas là, mais c'est que rien n'a été fait, quoi. D'accord, ok. Vous avez la possibilité de voir avec votre frère et votre soeur aussi le paiement pour le paiement de l'expertise aussi également. Mais s'ils veulent pas, je pense que là, faites des fonds. Voilà, c'est chaque côté. C'est pas tout le monde qui a toujours. Enfin, ce qui sera beaucoup plus simple. Tout le monde n'a pas son intérêt dans la recherche. Les gens n'aiment pas les trucs carrés. Voilà, c'est ça. Très bien. En tout cas, merci. Moi, je suis quelqu'un de carré, quoi, en fait. C'est ce qui pose problème. Vous avez bien raison. En tout cas, Marguerite, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. C'est ce qu'on attend de tous nos téléspectateurs. Et en tout cas, ça ne fait qu'enrichir le débat. Merci beaucoup. Merci 1000 fois. On a un autre appel. Bonsoir. C'est un problème. Oui, quel est votre prénom? Allô, bonsoir. Oui, quel est votre prénom? C'est Ronaldo. Alors, Ronaldo, c'est quoi la question? Bon, la question, comment on fait pour se déshériter de bien? Comment on fait pour se déshériter d'un bien? Se déshériter de bien. Ah ben voilà, on a à nouveau la réponse de notre généalogiste. Alors, pour bien comprendre votre question, est-ce que vous souhaitez renoncer à la succession? Il est parti. Bon, parce que la succession n'est pas en fait. Oui. Alors, pour renoncer à la succession, il faut que vous renonciez à quelqu'un qui est propriétaire. Donc, vous pensez par exemple à qui? Vous voulez renoncer à la succession de qui? C'est le pied de ma mère. Je veux refuser. Votre maman est décédée? Oui. Mes condoléances. Et puis, il y a un non-vouloir de tout le monde pour payer les impôts. Alors, je me retire de ça. D'accord. Ok. Alors, effectivement, pour ce faire, comme je l'ai dit, vous pouvez télécharger sur Internet un formulaire qui s'appelle la renonciation à succession. Vous tapez impôt.gouv.fr, c'est le site le plus sécurisé pour être sûr que vous remplissez le bon formulaire. Une fois que vous l'aurez imprimé, on vous demande qui vous êtes et à qui voulez-vous renoncer. D'accord. Alors, vous devez joindre l'acte de décès de votre maman, votre acte de naissance et votre pièce d'identité. Vous envoyez ces documents soit par voie postale ou vous vous déplacez au palais de justice. Et eux, ils vont vous mettre un tampon comme quoi ils ont enregistré votre demande de renonciation. Mais il faut que vous attendiez l'enregistrement de cette pièce avec un formulaire qui s'appelle accusé de réception de renonciation à succession. Et c'est ce document que vous allez remettre au notaire et qui va vous permettre, effectivement, et de manière définitive, de ne plus être inquiété dans ce dossier. Surtout par les impôts, Ronaldo. Bon, d'accord.
Parce que moi, je vous dis sincèrement que vous voyez cette affaire de succession, c'est malheureux en Martinique. Oui, je trouve ça tellement malheureux qu'il n'y a même pas de mots à dire. Hein? Parce que vous avez des gens, c'est le non-vouloir. Hein? Hein? Et je trouve ça dommage. Et j'aurais bien aimé qu'un jour, que la loi française mette une loi pour ça. Après un certain nombre de temps, si la succession n'est pas faite, et puis on ne veut pas payer les impôts, on saisisse. Ouais. Oui. C'est ça que je demande dans l'avenir, je crois. Oui. Et c'est ce que j'avais à poser comme question. Et je vous remercie beaucoup. Et très bonne soirée à vous. Et bonne continuation. Merci Ronaldo pour la question. Merci beaucoup. On va faire un break et on se revoit dans quelques instants. À tout à l'heure. Il faut rappeler que c'est gratuit.
Merci d'être encore avec nous pour cette deuxième partie d'émission consacrée à l'indivision successorale. Nous allons sans plus tarder passer à vos questions. Bonsoir. Bonsoir. Grégory nous a lâché là. Bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Juliette. Alors Juliette, quelle est votre question? C'est un petit peu compliqué, mais je vais essayer de vous demander de l'aide. Très bien, Juliette. Nous avons hérité d'une maison familiale. En fait, c'est une maison maternelle que notre mère nous a laissée, qui est située sur la zone des 50 ans. D'accord. Le terrain n'était pas encore acquis par elle, et on a fait un testament disant que si elle a le temps de partir, elle nous laisse le soin à nous trois de faire l'acquisition de ce terrain. Sauf que nous avons fait ensemble le terrain à trois. Oui. Et là maintenant, pour avoir le titre de propriété, le domaine nous demande une attestation pour une personne. Malheureusement, notre père refuse de signer l'attestation pour notre sœur aînée. Donc, ça fait 4 ans et nous ne pouvons pas avoir le titre de propriété. Mais lui, il habite déjà à la maison. Hein. Il habite, comme notre mère nous avait dit, une partie serait déjà à lui. Donc, il a déjà acquis sa partie. Et l'autre, nous ne pouvons rien faire étant donné que nous n'avons pas de titre de propriété. Oui, Juliette. Juliette, c'est bien ça. Oui. On vous a perdu. Vous avez fini ou bien on vous a perdu? Je vous ai perdu à un moment. Il y a eu un creux. Je crois que non, je vous entends très bien. Là, oui. Ça y est, j'ai terminé. J'attends votre réponse. D'accord. Alors, on est sur la zone des 50 pages géométriques. Le problème, c'est que... Alors, Juliette, j'essaie de résumer à ma façon. Si je me trompe, vous me rectifiez, d'accord? Alors, D'accord. Très bien. Alors, zone des 50 pages géométriques, l'acquisition du n'a pas été faite, d'accord? Si, en tout cas, il n'y a pas de régularisation. Si, ça a été fait. L'acquisition du terrain a été... Oui, ça a été fait. C'était régularisé. Ben, moi, j'ai pas compris. Alors, mais moi, justement, c'est oui, Juliette, la question, c'est quoi la question? Oui. Alors... C'est le frère aîné, vraisemblablement, qui n'a pas, donné son autorisation, son attestation, et c'est ça qui empêche de liquider la succession correctement. C'est bien ça, Juliette? C'est quoi le truc? Juliette? Oui, je vous écoute. Oui, mais ce que vient de dire M. Luluropol, est-ce qu'il a bien résumé votre question? Parce que... Oui. Elle n'a pas écouté. Alors, M. Luluropol, oui. Alors, je disais que apparemment votre problème naît du fait que votre frère ne signe pas l'attestation pour que votre sœur aînée puisse posséder ce bien, c'est ça? Non, pas pour posséder ce bien. C'est pour que nous puissions avoir le titre de propriété. Parce que nous avons acquis le terrain, mais nous n'avons pas de titre de propriété parce que lui, il bloque le dossier. Il bloque le dossier parce qu'il ne nous donne pas l'autorisation d'avoir, parce que c'est notre sœur aînée, normalement, c'est à elle qu'on doit, donner le titre de propriété au nom des héritiers, au nom des consorts de ma mère. Enfin, sous le nom de ma mère, que je refuse de dire sur l'antenne, quoi. D'accord. Donc l'acquisition du terrain n'a pas encore été faite alors? Si. Mais... Pardonnez-moi, je ne vous ai pas compris. L'acquisition du terrain, c'est ce document-là qui fait office de titre de propriété. Elle a régularisé les 50 pas. Nous sommes sur les 50 pas. Il y a déjà 4 ans, nous avons payé le terrain à 3. Elle a régularisé. C'est 50 pas, elle a régularisé. Oui. Elle a payé le terrain, elle a régularisé. Maintenant, elle veut le titre. Le terrain leur appartient à 3. Ils veulent sortir de l'indivision. Et l'un des deux ne veut pas. Voilà. Alors, madame, excusez-moi, l'attestation. Madame, l'attestation, de quelle attestation il s'agit, si je puis me permettre? Eh bien, c'est le domaine des 50 pas voudrait que nous signions pour une personne, pour notre aîné. Et là, on débloquerait. Elle nous a dit que le dossier est bloqué à cause de notre frère qui refuse de donner l'attestation à notre soeur. Moi, ça y est, j'ai fait.
Mais lui, il a dit qu'il ne signe pas d'attestation parce qu'il veut d'un titre de propriété à son nom. On lui a dit que ce n'est pas possible parce que nous sommes 3 héritiers et que le titre de propriété sera fait au nom des héritiers, des consorts, telle personne, au nom de ma mère. Oui, d'accord. Vous avez suivi? Alors, oui, c'est-à-dire que moi, ce que je trouve surprenant, c'est que si vous êtes 3 et que vous êtes 2 d'accord, à 2, vous représentez la majorité des 2 tiers pour faire basculer, comment dirais-je, la décision, le refus de votre frère. Vous devriez, à 2, pouvoir contraindre votre frère à... voilà, vous devriez la signer. En fait, normalement, ça devrait être possible. Oui, passer devant le juge. Si vous, il faut passer devant le juge. Oui, la situation est bloquée, madame. Donc, il faut passer devant le juge. C'est Juliette, c'est ça? Juliette, la situation est bloquée. Donc, il ne signera pas. Je pense que la seule solution, c'est de passer devant au tribunal. Un partage judiciaire. Voilà, un partage judiciaire. Et comme vous êtes 2, vous êtes deux donc plus fort que lui tout seul, vous arriverez à le contraindre. Ce sera un peu plus long, ça va vous coûter un peu d'argent, mais vous arriverez à obtenir... Et parfois, ça peut même se débloquer avant. Lorsqu'il verra que vous êtes arrivé en justice, il n'ira peut-être même pas loin, quoi. Il va se rétracter. Là, je ne vous ai pas bien compris. Excusez-moi, je ne vous ai pas bien compris. Je vous disais donc, si vous allez devant le tribunal, ça risque même peut-être pas d'aller trop loin, parce que lorsque le frère verra cette situation, il pourra peut-être se rétracter, ne voulant pas aller aussi devant le tribunal, peut-être. Donc de toute façon, il refuse tout affrontement, toute confrontation, quoi. Il ne veut rien entendre, il ne veut pas signer. Donc vous êtes obligé de dire... Permettez-moi l'expression que je vais vous employer. Oui. Donc, fait moins chier qu'il n'a pas chez d'autres là. Oui, mais vous savez, les indivisions sont un peu comme ça chez nous, donc on n'est pas surpris. Alors, juste une petite précision. Oui. Avant le partage judiciaire, vous devez apporter la preuve d'avoir fait une tentative de médiation, de conciliation. Donc, il faut quand même passer... Il faut passer par une association, il en existe. Vous vous adressez au tribunal de grande instance, enfin au tribunal judiciaire maintenant, ça s'appelle tribunal judiciaire. Ils vont vous donner la liste des médiateurs agréés et vous devrez impérativement au moins d'abord passer par leur intermédiaire et eux vont le convoquer pour tenter de le raisonner. Et c'est à défaut de conciliation que vous allez pouvoir faire un partage judiciaire. Allez chez le juge. Parce que nous avons vu... Oui, Juliette. Non, je disais, vous m'excusez de vous interrompre. Comme il a un fils, nous avons pensé qu'avec le fils, il est marié, il a femme et enfant, mais bon, rien ne s'y fait. Son fils est arrivé récemment, on est allé le voir et on lui a présenté des documents. Il a dit, mon père n'a rien à foutre de vos parties. D'accord, mais le fils, c'est pas l'héritier. Vous êtes 3 héritiers entre vous, il n'y a pas de souci sur ça. Donc, vous avez compris un petit peu le conseil que vous a donné nos experts, c'est-à-dire que l'idée, c'est plus de faire une tentative de médiation. Vous avez une liste de médiateurs pour ça, il suffit de demander au tribunal. C'est au tribunal judiciaire, oui, absolument. Tribunal judiciaire. Et avec un médiateur, vous allez tenter de trouver un terrain d'entente avec votre frère qui ne veut pas signer. Et si d'aventure il ne veut pas, à ce moment-là, vous saisissez le juge. Et la vente sera faite quand même. Les choses sont entrées dans l'ordre. Malheureusement, justement, c'est le cas. Vous pourrez aller vers la vente aux enchères. Ça peut être malheureux parce que ce bien pourrait sortir... de l'indivision. De l'indivision, forcément. Il va sortir de la famille, surtout. C'est ce qui serait dommageable. D'accord. Vous avez compris, Juliette? On risque d'arriver à la vente aux enchères. Ce n'est pas l'issue, madame, que l'on vous souhaite. Mais si... il n'y a pas de solution entre vous, eh bien, ça peut arriver que ce soit aussi une solution qui soit proposée. Oui, le juge peut ordonner que ce soit vendu à la barre du tribunal, le bien en question. Mais l'attribution préférentielle, on ne peut pas rentrer dans un système bien comme entendu, celui-là. non, c'est vraiment... Oui. Il va être raisonnable, c'est ce qu'on peut lui souhaiter. Il va quand même pas espérer aller jusque-là. D'accord. Donc, Juliette, tentez la démarche amiable avec le médiateur. Ça marche. Si ça ne marche pas, et que vous êtes en difficulté, essayez d'appeler un expert de la maison d'expertise pour la suite à donner. Mais d'abord, la démarche amiable, à mon avis, on verra bien ce que ça donne. Et puis après, on verra. D'accord? Parce que le risque, comme dit notre généalogiste, le risque, c'est qu'effectivement, le juge puisse ordonner la vente du bien à la barre du tribunal
Et à ce moment-là, on sera dans une difficulté qu'on ne mais voulait pas. En général, on peut toujours refuser, hein, parce que c'est vrai qu'on ne tient pas quand même à perdre quelque chose que nos parents nous ont laissé. C'est comme ça que nous voyons ça. Bien sûr. D'accord. Avec toi, merci beaucoup, messieurs, dames. Au revoir. La maison de l'expertise peut accompagner, même au niveau de la médiation en tant qu'expert de partie. Ah oui. Pour accompagner. Oui, puisque vous êtes médiateur également. Nous avons effectivement dans nos cursus, tous la qualification. La qualification. L'unité d'enseignement de médiation immobilière. D'accord. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu rapidement ce que c'est que le médiateur, comment il intervient La différence entre la conciliation et la médiation, il y en a une qui est payante, il y en a une qui est gratuite, et le but du conciliateur ou du médiateur, c'est de pouvoir, sur un problème, un litige, rapprocher les parties de manière à ce qu'une solution équitable ou égale pour l'un et pour l'autre soit trouvée. Il y a laquelle qui est gratuite alors ? Alors, celle qui est gratuite, c'est la conciliation, puisqu'il y a un conciliateur dans toutes les mairies de Martinique. Oui. Et la médiation, effectivement, il y a des associations, comme disait notre consoeur, qui, conciliateur qui va... le médiateur va pouvoir, lui... permettre aux parties de trouver des solutions. Dans les deux cas de figure. On va prendre une autre question, puisqu'on a encore quelqu'un à l'antenne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom ? Nathalie. Nathalie. Quelle est votre question, Nathalie ? Alors, j'appelle parce que ma maman, elle est décédée depuis 2014. Oui. Et elle a laissé une maison. Nous sommes 6 héritiers. Oui. Et donc, depuis 6 mois, j'habite dans la maison. Oui. Et avant d'habiter cette maison, je louais une maison, mais j'ai toujours, depuis le décès de ma maman, j'ai toujours payé l'électricité, l'eau et les impôts. D'accord. Et là, depuis 6 mois. Et j'ai réparé bien, puisqu'il y avait beaucoup de réparations à faire. Oui. Donc, alors, ma question est que si l'un des héritiers me demande sa part, oui. puisque la maison n'a pas de titre de propriété, de titre de propriété. La maison d'indivision toujours, c'est ça ? Oui. D'accord. Oui, voilà. Donc, ma mère, elle est décédée depuis 6 ans. D'accord. 6 ans et 6 mois. D'accord. Et depuis 6 mois, j'habite la maison. Oui, et vous posiez la question, s'il y a des indivisaires, vous disiez ? Voilà, si un héritier, on ne sait jamais, demain ou après-demain, si un héritier me dit, bon, j'ai ma part dans cette maison, donc quelle sera la demande ? D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle risque là, si elle occupe une maison qui est en indivision ? Déjà, il y a deux étapes. Il y a deux parties. Il y a la partie actuelle où vous occupez seul un bien indivision. Oui. Quand un indivisaire occupe seul un bien indivision, normalement, il est redevable vis-à-vis des autres indivisaires ou des autres personnes d'une indemnité d'occupation qui est équivalent plus ou moins à un loyer. D'accord. Il y a ce point-là. Ensuite, vous avez pris en charge la partie fiscale. Et elle a fait des travaux. Et des aussi. travaux. Si ces travaux, effectivement, c'est des travaux de conservation, vous avez la qualité pour seul prendre la décision de faire ces travaux-là. C'est des travaux vraiment de conservation, c'est-à-dire des travaux qui empêchent que l'immeuble se détruise ou perde en valeur ou autre. Et effectivement, par contre, les autres indivisaires, ce type de travaux, même si c'est vous qui avez financé ces travaux-là, eux seraient redevables vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'indivision, du paiement de leur partie dans ces travaux, en fonction de leur code-part dans l'indivision. Ils doivent vous rembourser alors. Voilà, ils doivent rembourser, voilà, c'est ça. Également. Ils doivent me rembourser. Oui, puisque en fait, vous avez seul réalisé des travaux dans un bien qui est en indivision. Et c'est pas n'importe quel travaux, c'est des travaux de conservation, pas d'amélioration. Si c'est des travaux d'amélioration, d'embellissement, non. Là, par contre, il y a... Nos travaux d'amélioration, je refais toute l'électricité, toute la plombe. De conservation. Ce sont des actes de conservation. Vous n'avez pas construit une piscine à eau débordante là. Ah non. D'accord, très bien. Non. Donc, c'est des travaux de conservation.
ben, en qualité d'indivisaire, vous pouviez effectivement prendre cette décision-là seul. D'accord. Ok. Et par contre, les autres indivisaires, normalement, devraient participer à ces dépenses-là, à hauteur de leur de leur quote-part dans l'indivision. D'accord. Donc déjà ça, normalement, ils devraient vous rembourser. Voilà. Ou sauf s'ils ont pris une entente entre eux. Vous payez une indemnité Est-ce qu'on Non. paye... Alors, C'est ça. après le décès de ma mère, nous nous sommes réunis. Nous avons discuté et il était question que moi, étant donné que j'étais en location, je pouvais habiter la maison. J'ai le compte rendu de la réunion qu'on avait faite et que tout le monde était d'accord pour que j'habite la maison au lieu qu'elle reste fermée. Elle est quand même restée 6 ans et 6 mois fermée. Hein. D'accord. Donc ça arrangeait tout le monde, quoi. En fait, ça arrange tout le monde, mais ce que je veux dire, on ne sait jamais. Quelqu'un, un héritier peut me dire, bon, maintenant, je veux ma part. Mais c'est ce que je vous explique. En fait, c'est exactement ce que je vous explique, en fait. Hein. Alors, même si effectivement, il y a eu un compte rendu qui a été établi, mais ce compte rendu-là n'a pas valeur de convention d'indivision, de gestion de l'indivision. Comme il y a un bien immobilier, normalement, ce type de convention doit être réalisé devant notaire. Donc, c'est un accord entre vous, certes, mais la règle de l'indivision va s'appliquer. De toute façon, s'il y a un litige, s'il y a un de vos frères qui conteste cela, il y aura un problème. Voilà, si on part du principe qu'il y a un litige, donc il y aura comment vous expliquer un rééquilibrage qui devrait être fait entre l'indemnité que vous auriez dû payer pendant tout ce temps où vous louez, enfin vous êtes dans le logement du moins, les sommes que vous avez versées au titre des impôts, taxes foncières, et voilà. Les travaux. Et également les travaux. Il y a un équilibrage pour voir effectivement, qui est-ce qui est redevable à qui en fait. Est-ce que c'est l'indivision qui est redevable vis-à-vis de vous, c'est vous qui êtes redevable vis-à-vis de l'indivision? Alors, moi j'ai 2 questions par rapport à ce que dit Nathalie. La première question, c'est quel est le montant de la redevance, puisque elle occupe un logement qui ne lui appartient pas, c'est un logement d'indivision. Donc normalement, elle devrait payer une indemnité d'occupation. Ok. Oui. Comment ça se calcule cette indemnité d'occupation? Sur quelle base, justement? Alors moi, je poserai les choses différemment, vous m'excusez. Oui. J'entends que le décès remonte à 2014. C'est bien ça, madame? Oui, c'est ça. Et pourquoi êtes-vous allé chez un notaire pour liquider cette succession, madame? Non. Madame, il faut commencer par là. C'est ça. Il faut sortir de l'indivision. Madame, commencez par avoir la qualité d'héritier avant de, justement, pouvoir vous entendre avec vos frères et sœurs. C'est la première chose à faire. Allez voir votre notaire pour lui dire « Ma maman est décédée, notre maman est décédée, voici mes frères et sœurs. Nous souhaitons sortir de l'indivision. » Et ce notaire va régler avec vous toutes ces questions liées à l'occupation, à le financement de travaux, etc. Ouais. C'est lui qui va le faire en faisant appel justement, entre autres, aux experts qui sont autour de la table, par exemple. Il faut passer par là, madame. Ça fait 6 ans déjà. Alors, c'est ça la question. C'est parce que, étant donné qu'il n'y a aucun problème de suite dans la maison, il n'y a aucun problème. Moi, je posais la question au cas où, si un jour. D'accord. Mais personne n'a la qualité d'héritier pour l'instant. Que je sois dans la maison, puisque j'ai réparé, j'ai toujours payé les impôts, et ça ne gêne personne jusqu'à maintenant. D'accord. Alors, voilà. Nathalie, vous avez raison de poser la question. Et la réponse que nous vous donnons ce soir, le conseil qu'on vous donne, on insiste sur ce conseil-là, notaire, pour régler la succession. Ne restez pas dans cette situation parce que vous-même vous dites, il se peut qu'un jour il y ait un problème. Et le problème va certainement arriver. Donc, prenez les devants, prenez-vous avant de voir bon. D'accord? Allez voir votre notaire. Vous êtes déçue, Nathalie. Je sens sur votre voix que vous êtes déçue. Mais est-ce que, si moi je ne veux pas prendre ce genre de décision, est-ce que la personne, l'héritier, qui peut-être un jour voudrait... oui, n'importe lequel, oui. Oui, n'importe lequel ne peut pas prendre cette décision-là. Puisque pour le moment, ça ne pose pas de problème. Mais si un jour ça pose problème, donc l'héritier qui voudrait peut-être prendre ma place,
est-ce que lui, il ne pourrait pas faire les démarches que vous me demandez de faire? Alors, nous, on ne vous demande pas de faire les démarches. Vous, madame, vous occupez le bien. Oui, mais en fait, vous êtes dans une situation la plus fragile, madame, puisque vous occupez un bien qui appartient également à vos frères et sœurs. C'est pas sécurisant. Imaginez que vos frères et sœurs, eux, sont chacun chez eux. Par contre, vous êtes chez eux aussi. Donc, c'est vous qui êtes dans la situation la plus inconfortable, et toute personne qui a un intérêt direct et légitime peut solliciter le règlement de la succession. Voilà. Et il me semble, mais bon, d'abord que vous en discutiez avec vos frères et sœurs, mais que vous êtes la personne la plus à même à engager le processus. Parce que Nathalie, il se peut que ce soit pas un de vos frères et sœurs qui vous cause des difficultés, mais ça peut être un de leurs enfants, ou bien ça peut être l'épouse de l'un de leurs enfants, ou le mari de l'une des filles. Et là, c'est une catastrophe. Nathalie, on va voir le notaire, et puis on sort de là. Nathalie, pourquoi vous êtes réticente à aller voir le notaire? C'est une question. Pardon? Pourquoi vous êtes réticente pour aller voir le notaire? Non, comme je vous dis, ça n'a jamais posé de problème. Je suis dans la maison, j'ai dit à tout le monde que j'allais habiter la maison. Ça n'a pas posé de problème. Donc. Et puis, en plus, il n'y a pas de titre de propriété. Mais ce serait l'occasion justement de régler tout ça en allant chez le notaire. Oui, alors, il n'y a pas de titre de propriété parce que la maison, c'est mon grand-père qui avait dit à ma mère de construire comme avant ça se faisait. Bon, voilà, tu peux construire ta maison sur le terrain, donc ça sera encore un autre problème, puisqu'il faut qu'il y ait séparation du terrain. Alors, vous imaginez les problèmes qu'il y a déjà en amont? Imaginez. Donc, alors, vite, allez chez un notaire. D'accord. Allez-y. Très bien, Nathalie. En tout cas, merci d'avoir posé votre question. Vous avez participé à l'émission. C'est ce que nous souhaitons vivement. Mais vous savez, c'est un cas qui se répète souvent chez nous, ce genre de situation. Et le conseil qu'on pourrait donner aux occupants de ces maisons en indivision, c'est de régler les successions, de ne pas rester dans cette situation. D'anticiper. Merci, madame. Parce que le régler, c'est après. Voilà. Il faut anticiper sur la succession. Très bien. Il faut aller voir son notaire, de son vivant, j'ai envie de dire, de son vivant. On va voir le notaire et on dit au notaire, voilà, quelle est la composition de ma famille, voici les biens dont je dispose. Que me conseillez-vous? Et outre les conseils qu'il va vous donner pour vous protéger, il va également protéger vos enfants et puis surtout même vous faire gagner de l'argent puisqu'il y a des intérêts fiscaux, des avantages à régler la succession par anticipation. Très bien. Il n'y a pas... Oui, Nathalie. Merci. Oui, merci. Oui. Alors, moi, ma question, c'est, il n'y a pas des aides pour permettre aux gens de sortir d'une indivision? Est-ce qu'il n'y a pas... à un moment donné, j'ai entendu parler de ça, des aides financières, bien entendu, pour permettre aux gens de sortir d'une indivision, parce que quelquefois ces problèmes-là sont liés à des problèmes financiers. C'est-à-dire, je vais voir mon notaire, d'accord, c'est un bon conseil, mais derrière, je me dis, oui, mais ça me coûtait de l'argent, ça me coûtait cher, peut-être qu'il y aura des estimations en plus. Non, il n'y a pas d'aide. On avait participé à une réunion avec deux banques, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Oui. Et puis, orienté par des avocats d'ailleurs. Et depuis... Lettre morte. Lettre morte. Mais l'idée était dans l'air du temps. Elle était dans l'air du temps, comme la loi Chimie qui était dans l'air du temps, qui avait l'air d'être dans l'air du temps aussi. On va revenir sur la loi Chimie dans un petit instant, parce qu'effectivement, ça pose quelques difficultés. Je pense qu'on a encore quelqu'un à l'antenne, c'est pour ça que je vous interromps un petit peu. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? C'est Julienne. Julienne, hein? Oui. Julienne, on vous écoute. Alors voilà, mon problème, c'est qu'on a un dossier chez un notaire. Ça fait déjà plus depuis 2016. On a tout déjà réglé. Je ne vous entends pas. Vous avez radio, quelque chose qui parle là, je n'entends rien. Ah non, nous on vous entend parfaitement, mais effectivement il y a du bruit derrière vous. Ah d'accord. Oui, c'est peut-être que vous avez une radio ou une télé allumée derrière. J'ai été ma télé, Ah, vous l'avez été. C'est chez vous, c'est vous qui a le bruit. D'accord. Bon comment il s'appelle? Notre technicien va régler ce problème-là. Grégory. Allez-y, Julienne, nous vous écoutons. On vous entend parfaitement. Alors voilà, c'est un dossier que j'ai sur un notaire. Ça fait déjà depuis 2016 qu'on a un dossier sur le notaire. Tout est réglé et il va appeler pour venir signer à la... Comme ça s'appelle là.
le dossier, tout est réglé, les héritiers ont payé, on était 8 héritiers, il y a déjà 2 qui sont morts. Et quand les 2 sont morts, on a recommencé les dossiers. Et les enfants ont encore payé la même somme que les parents avaient payé, les enfants ont payé. Et le notaire nous avait convoqué pour venir signer. Alors il y avait un héritier qui ne pouvait pas signer. Le notaire nous a donné une procuration pour faire signer devant un agent de police national pour qu'un des frères ou la femme signe pour qu'il ne peut pas venir. Tout a été en ordre. On a tout envoyé avec l'accusé de réception. Tout a été bien envoyé chez le notaire. Oui. Il nous a donné rendez-vous et 3 jours avant le rendez-vous, il nous appelle pour nous dire qu'il y a un problème sur le dossier. Alors, on lui pose la question, quel problème qu'il y a sur le dossier? Il nous dit qu'il y a un héritier qui a plus de terrain que les autres. Alors, on a expliqué, on lui a dit, mais oui, mais vous êtes au courant, puisque cet héritier-là, c'est le parent lui avait donné lui avait vendu une parcelle pour pouvoir construire sa maison. Alors, automatiquement, il a en plus, alors le reste qu'il y a, c'était à repartager, et puis on lui donne ce qui lui restait. Le monsieur nous a dit qu'il va envoyer ça chez le comme ça s'appelle, à la DAS pour vérifier, et il va nous rappeler. Ça fait déjà 4 mois, il ne nous a jamais rappelé. On appelle chez lui, il ne répond pas, c'est toujours le téléphone qui répond. Alors on ne sait quoi faire. Est-ce qu'il faut se déplacer? On ne peut pas se déplacer. Nous habitons Saint-Plus pour tous les jours, on ne peut pas descendre à Trinité, ce notaire se trouve à Trinité. Oui, d'accord. Vous êtes en train de trahir votre notaire. Bon, c'est pas grave, Julienne. Et qu'est-ce qu'on vous conseille là? Et ça fait 4 mois que ça dure, ça traîne. On fait quoi? Comment? Non, je pose la question aux experts. Je vous demande qu'est-ce qu'ils vous conseillent là. On n'appelle plus, on écrit. Déjà, dans un premier temps, réécrire, me semble-t-il, au notaire par lettre recommandée avec avis de réception. Et puis, s'il le faut, c'est demander à la chambre des notaires, gentiment, une médiation ou une petite intervention. Pour régler le problème. Vous aviez écrit au notaire, Julienne? Non, appelé. Comment? On n'a pas écrit au notaire, puisque tous nos papiers étaient déjà faits, tout était déjà fait. Il restait à nous appeler pour venir signer. Oui, vous avez et là, raison. il nous dit il nous appelle pour nous dire qu'il y a un petit problème sur le dossier et il y a un héritier qui a plus que les autres. Alors, on lui a expliqué, on lui a dit, on sait, plus celui qui a plus que les autres, il a apporté sa fiche de notaire comme quoi que ses parents avaient vendu une parcelle pour lui pour pouvoir construire sa maison. Donc le reste, il a passé à partager. Très bien. Donc automatiquement, il doit avoir plus. Très bien. En plus, ce notaire, je crois, regarde l'émission, puisqu'il nous a fait l'honneur un jour d'y participer. Donc je pense qu'il a dû entendre aujourd'hui et il va regarder. Mais non, mais alors, donc l'idée c'est d'écrire. C'est d'écrire, c'est fondamental. Et puis si toutefois il n'y a pas de résultat, la chambre du notaire. Voilà. D'accord. Merci. La chambre du notaire se trouve où là? La chambre du notaire se trouve où? Alors elle se trouve à Cluny, à côté du patio de Cluny. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Et vous trouvez facilement, pour ceux qui ont Internet, par Internet, chambre de notaire, vous écrivez à la présidente, mais je pense qu'en écrivant au notaire, là, ça va... Les choses iront mieux. Les choses iront mieux. Et puis dites au notaire que les experts de la maison d'expertise vous ont dit que ça ira mieux. Ça ira. D'accord. Je plaisante, bien entendu. Hein. Oui, d'accord. Merci d'avoir appelé. Voilà. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonsoir. On va prendre notre appel. Bonsoir. Bonsoir. Oui, non, c'est Julienne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Oui, je suis Catherine. Je voudrais juste poser une question. Je vous en prie. Oui. Ma mère est décédée il y a 10 ans. Et moi, j'ai aménagé le bas de la maison de ma mère. Oui. Et là, elle est décédée. Et là, on voudrait faire le partage. On est 3. Et ma mère nous a mis ses 3 héritiers. Oui. Mais mon frère est décédé. Et il y a son fils. Il y a son fils maintenant qui réclame sa part. Mais il ne porte pas le nom. Comment ça va se passer? Il ne porte pas le nom de mon frère. Du papa, en fait. Oui. Il ne porte pas le nom de papa. Oui, et là, le notaire nous demande
pour faire la succession pour lui, on nous demande des papiers. Comment ça va se passer? C'est une question pour vous. On dirait bien que c'est une question pour moi. Alors d'abord, pour tous les auditeurs, il faudrait que vous arrêtiez de penser que le nom de famille est une preuve de filiation. Ce sont deux choses différentes, vraiment. Ce qui permet aux individus d'être bénéficiaires d'une succession, je parle d'un enfant, hein, parce qu'après il y a d'autres types d'héritiers, c'est la filiation. Donc imaginez que normalement, quand on reconnaît un enfant à sa naissance, un couple marié par exemple, un couple marié, jusqu'à une certaine date, l'enfant portait le nom du père. Mais ils n'ont pas été mariés. Je vous explique, madame, de manière générale, comment ça se passe. Oui. Ensuite, vous avez des couples non mariés, dont le père reconnaît également à la naissance cet enfant naturel et qui devient enfant naturel reconnu. Et comme il le reconnaît à la naissance, cet enfant va porter son nom. Mais il y a également des couples non mariés dont le père va reconnaître cet enfant plusieurs mois, voire plusieurs années après la maman, et notamment une fois que la mère a reconnu cet enfant, l'enfant va porter le nom de celui qu'il a reconnu le premier. Ça veut dire que le père peut avoir reconnu cet enfant. Je veux dire que le père ne l'a pas reconnu. Écoutez bien, le père peut avoir reconnu cet enfant et l'enfant ne portera toujours pas le nom de son père. Et pourtant, l'enfant est reconnu. Donc, quand vous avez dit que l'enfant ne porte pas son nom, c'est pas pareil. Ne pas porter son nom ne signifie pas ne pas être reconnu. Ce sont deux choses différentes. Alors donc, comme il s'agit de votre neveu, madame, il est reconnu ou pas, cet enfant? Non, il n'est pas reconnu par son père. Voilà. Et votre frère, donc, est décédé quand? En quelle année? Il est décédé, ça fait déjà un moment. Est-ce qu'il y a plus de 5 ans? Ah oui, il y a plus de 5 ans. D'accord. Il y a plus de 10 ans même. Ok. Donc, si il y a plus de 10 ans et que cet enfant, à charge pour vous de le vérifier, il faut le vérifier. Il faut vérifier. Il y a plus de 10 ans, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vérifier que cet enfant n'est pas reconnu. Donc, il faut avoir un acte de naissance de cet enfant. Oui. D'accord. Il porte le nom de sa mère. D'accord. Elle insiste, mais c'est pas grave. Eh bien, alors donc, à ce moment-là, puisque le décès est antérieur à 5 ans, il n'est plus possible pour cet enfant de faire valoir ses droits. Une action de l'affiliation, comment dirais-je, la possession d'état d'enfant naturel. Il n'est plus possible parce que le notaire nous demande, il doit faire, moi je veux lui donner ma part, parce qu'on était 3. Et notre mère nous a, d'office, quand elle a acheté son terrain, elle nous a mis ses 3 enfants héritiers. Oui. Mais le frère est décédé. Alors normalement, il réclame la part de son frère. Oui. De son père. Mais le frère est décédé et il ne porte pas le nom, il n'a pas été reconnu par son père. Alors là, le notaire nous demande pour faire la succession pour lui, parce que moi, j'étais d'accord de lui donner ma part. D'accord. De lui vendre ma part, vous comprenez? Mais là, on nous demande pour faire la succession et ça retarde tout. Alors, je ne sais pas quoi faire. C'est pourquoi je vous ai posé la question. Et la question, quelle est la question alors? Parce que vous êtes suivi apparemment par un notaire. La question, c'est de savoir comment ça va se passer. Si on n'arrive pas, parce que le papa est décédé, on ne peut pas faire l'ADN pour savoir si c'est vraiment son père ou pas. Alors, ça cause un problème. Alors, normalement, madame, vous m'avez dit que votre maman, quand elle est décédée, elle a laissé 3 enfants. Quand votre maman est décédée, votre frère était encore en vie? Non, il est décédé avant ma mère. Ah, c'est pas pareil. Ça fait 15 ans. C'est pas pareil, madame. Donc, quand votre maman est décédée, elle n'a pas laissé 3 enfants. Elle a laissé 2 enfants. Oui, il y a 10 ans, ma mère. Mais ce n'est pas pareil, madame. C'est très important. Donc, quand votre maman est décédée, elle a laissé 2 enfants et, oui ou non, un enfant venant en représentation de votre frère. Et vous dites que comme cet enfant qui est votre neveu n'a pas, selon son acte de naissance que vous avez, été reconnu, donc finalement votre maman est décédée laissant 2 enfants. 2 enfants. D'accord. Et quel est le problème? Mais je crois d'accord. Mais attendez,
Je crois que vous vouliez donner votre part à cet enfant, c'est ça? Voilà, en pensant que oui, ça se passait comme ça, comme il voulait récupérer la part de son père. Oui. Alors, j'ai dit, moi, je lui donne ma part et avec ma sœur, voilà. D'accord. Alors, on aurait partagé en 3 au lieu de partager en 2. Non. Mais je ne savais pas comment ça se passe. C'est pourquoi je vous pose la question. Le partage se fait entre les héritiers au niveau de la succession et après, vous pouvez faire une donation si vous souhaitez ou vendre à votre neveu la part que vous aurez reçue en fait. D'accord. Voilà. Ah d'accord, mais normalement c'est en 2, c'est pas en 3. C'est en 2. Oui, c'est en 2. Voilà, c'est ça. En 2, voilà. Je vous regarde souvent, hein. Très belle émission. Merci. Félicitations. Merci Je vous regarde souvent. Merci Catherine. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. À très bientôt. À très bientôt. On a peut-être un autre téléspectateur en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'entends du bruit. Bonsoir. Bonsoir. Oui, quel est votre prénom? Paul. Paul, alors. Paul, vous nous appelez de Nouvelle-Calédonie, c'est bien ça? Pas du tout. Pas du tout. Vous nous appelez d'où, Paul? Je plaisante, bien sûr. Vous avez compris. Alors, quelle est votre question? Quelle est votre question? Alors je vous appelle pour... je voulais juste une information. Oui. Quelle est la condition du terrain familial avec... On vous entend très mal, Paul. Très, très mal. Vous pouvez reprendre? Vous m'entendez? Oui, là, c'est mieux. Oui. D'accord. Donc, j'ai fait l'acquisition de terrain familial avec mon frère, c'est-à-dire qu'on a payé tous les deux. Et sur le titre de propriété, il n'y a que mon nom qui y figure. Donc, est-ce qu'il y a possibilité par la suite de faire figurer son nom sur le titre de propriété ou est-ce qu'il est préférable de créer une SCI familiale? Excellente question. Excellente question, monsieur les experts. Donc, vous avez compris hein, sa question. C'est avec votre frère hein, que vous avez fait l'acquisition, Paul. C'est bien ça hein? Oui, j'ai fait l'acquisition de terrain avec mon frère, voilà. Avec son frère. Donc, sa question, c'est qu'il n'y a que son nom sur l'acte. Est-ce qu'il vaut mieux de propriété. Bien sûr. Est-ce qu'il faut laisser les choses en l'état ou bien est-ce qu'il y a lieu de créer une SCI? Ce sont les questions qu'elle a posées, les deux questions qu'elle a posées. Voilà. Alors, en fait, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y ait votre nom uniquement, alors que vous avez fait l'acquisition à 2. Vous avez financé à 2 le terrain et c'est votre nom uniquement qui a été... C'était volontaire ou bien c'est une erreur? Non, c'est-à-dire comme il était hors du département et qu'il fallait faire vite pour ne pas perdre le terrain, donc voilà, c'est pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais ça ne change rien du tout. Il a pu faire une procuration et signer pour lui. Ouais. Il a pu faire une procuration. C'est bon, on n'y a pas pensé justement. C'est pourquoi je vous dis comment faire pour attraper ça. Alors pour rattraper ça, c'est que vous pouvez lui vendre une partie. Oui, parce qu'elle est seule propriétaire. C'est ça. Oui, voilà. Donc il faudrait qu'elle soit lui vendre, je pense, une partie du terrain. Il faudrait pas? Il faudrait que vous lui vendez une partie du terrain. C'est la solution que je vois qui est possible. Quoi. Il a posé la question de la SCI pour essayer de contourner ça, non? Mais la SCI, je vois pas trop l'intérêt de la faire avec un terrain nu. Vous avez qu'un seul terrain? Vous avez un projet de construction dessus. C'est ça. Non, il y a un terrain avec une maison. C'est-à-dire que la maison, on a retapé la maison. Ah ouais, d'accord. Ok. Il y Voilà. a une maison dessus. Donc la maison, elle habite une partie de la maison et moi aussi, on occupe la maison tous les deux. Mais pourquoi vous voulez faire la SCI? La SCI, pourquoi faire une SCI? C'est parce qu'il n'y a que son nom sur le titre. Alors, je comprends se bien. pose la question de Ils ont acheté le terrain à 2 et sur le terrain, il y avait une construction. Oui. Aujourd'hui, vous êtes propriétaire et du terrain et de la construction. Voilà. Oui. Au regard du titre de propriété, votre sœur occupe... tout à fait. Votre frère occupe un logement et vous occupez l'autre logement. On est d'accord. Voilà. Okay. Et il n'y a que son nom sur le titre de propriété. Elle est seule à avoir Ce qui me gêne, voilà. Je voudrais régulariser. Est-ce que c'est vous qui avez payé uniquement Non, l'achat? vous payé à 2. Vous avez Non, payé tous les deux. C'est bizarre. Enfin, je laisse monsieur les experts comprendre. Et vous n'avez pas la possibilité de régulariser devant par rapport au C'est sa question. C'est la question que je vous pose. Est-ce que c'est possible de régulariser? Je pense qu'il faut régulariser il faut aller devant avant le notaire qui a rédigé l'acte.
Et c'est de régulariser par rapport à ça, par rapport au nom, parce que lui aussi, il a payé. Il veut tous les deux propriétaires. C'est toujours possible. Oui, il faut aller voir le notaire. D'accord, mais c'est ce que je voulais savoir. D'accord, allez-y. Voir le notaire, vous régularisez, mais que le nom de votre frère soit rajouté. Parce que c'est pas possible. Non, mais oui, mais. Ça dépend du mode de paiement. Mais oui, ça dépend du mode de paiement. Il y a plusieurs paramètres. Imaginez que, par exemple, elle est payée. Son frère l'a payé elle, et elle est seule devant le notaire. Devant le notaire, oui. Et puis elle considère que... oui, voilà, il y a ça aussi. C'est pas possible. Le notaire, si elle est seule sur l'acte, c'est qu'elle est seule à avoir payé. Je me dis aussi. Moi, le seul moyen que je vois que vous pourriez faire, c'est créer une copropriété. Avec un haut et un bas. Parce que. Personne n'a le problème. Mais oui. Elle sera toujours seule sur le titre de propriété. Oui, mais ce que j'explique, c'est créer une copropriété, créer 2 lots et faire soit une donation, soit une vente à votre frère d'un des lots, et puis vous voyez comment vous. Voilà. Paul, vous êtes obligé. Mais obligé, mais aujourd'hui, comme elle peut. Oui, mais comme elle peut justifier qu'elle le fera payer. Mais elle peut lui faire une donation. Il n'est pas obligé de faire une donation. Oui, mais la donation sera soumise quand même à des frais de donation. Le frère va quand même se retrouver à payer 2 fois. Mais c'est la solution que je vois qui est possible pour que vous disiez tous les deux votre titre de propriété. Ça serait bien de savoir ce qui s'est passé. On ne sait pas, on n'a pas été dans les aboutissants forcément, donc il faut savoir comment c'est passé, qu'elle allait voir son notaire. Et puis c'est le frère surtout qui devrait s'inquiéter. Oui, parce que c'est lui qui serait propriétaire à son titre. C'est ça, c'est le frère. Moi je trouve que c'est plutôt lui qui devrait aller voir le notaire. Hein. Oui, tout à fait, puisqu'elle est seule sur le titre. C'est à lui qui manque un titre. Parce qu'il peut effectivement faire aussi une SCI, mais la SCI c'est la même chose. La SCI financer l'opération, il va se retrouver à quand même payer 2 fois, à payer 2 fois le bien qu'il a. C'est pareil. Voilà, c'est ça. Donc je retourne voir le notaire et je régularise auprès du notaire. Vous voyez si c'est possible. Vous voyez si c'est possible déjà. Vous voyez si c'est possible, ce serait la solution la moins onéreuse, la moins coûteuse, mais a priori des éléments que vous nous avez indiqués, moi je pense que ce sera soit par le biais d'une donation ou ce serait une donation et créer 2 lots de copropriété et puis vous vous attribuez chacun un lot. C'est la solution la plus simple que je vois. Hormis le fait, si vous n'êtes pas dans la possibilité de régulariser. D'accord. Mais il y a quelque chose qui va figurer sur le titre de propriété dans ce cas. Comment? Il y aura comme nom sur le titre de propriété. Non, si vous régularisez, non, pas du tout, il y aura les 2 noms. Si vous régularisez. D'accord, mais voilà, c'est ce que je voulais savoir. C'est ce que je voulais savoir. Tout à fait, d'accord. Ok, je vous remercie en tout cas. C'est nous, Paul, qui nous vous remercions. Les copropriétés de 2 lots, difficultés? Oui, les copropriétés de 2 lots, ce sont des entités qui peuvent avoir des difficultés et ça dépend des majorités qui sont attribuées et aux uns et aux autres, effectivement. Mais quel type de difficultés qu'on peut rencontrer? Principalement concernant les décisions. Je rebondis sur ce que venait de dire notre expert, Roméo, qui disait, une des solutions serait qu'il crée 2 lots, qu'il fasse une copropriété. Oui. Mais il me semble qu'à la discussion que j'ai eue avec le professeur Louis Léopold, il me semble que j'ai souvent entendu dire que les copropriétés de lots, ça pose quand même des difficultés. C'est pour ça que je voulais connaître voir avec vous quelles sont les difficultés que l'on rencontre lorsqu'on n'est que 2 copropriétaires dans une copropriété. Alors, les difficultés vont naître des décisions à prendre au niveau des assemblées générales et des décisions à prendre aussi au niveau des travaux. Alors, donc, concernant, si les décisions sont prises d'un commun accord, il n'y a pas de problème. Oui, tout le monde s'entend. Tout le monde s'entend, mais un copropriétaire majoritaire peut décider, par exemple, lui, d'être le syndic bénévole de la copropriété. Il peut décider ça tout seul. S'il est majoritaire, il décide tout seul. Alors, il peut y avoir aussi un certain nombre de décisions qui peuvent être prises concernant les travaux, notamment liés à la conservation, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, de l'immeuble, qui vont nécessiter, par exemple, une intervention d'un ou l'autre des copropriétaires pour pouvoir les faire et après voir comment il peut se faire rembourser par l'autre. Mais il y a aussi surtout les soucis liés aux difficultés de paiement.
Parce que vous pouvez avoir un des copropriétaires qui, par exemple, se retrouve syndic bénévole, et puis lui ne paye pas ses charges. Donc l'autre aussi peut... Il réclame à l'autre parce que le syndic, en réalité, il ne paye pas les siennes. Et puis là, on aura des éléments pour permettre à l'autre de la signer en justice. Donc l'autre pourra le mettre devant les tribunaux pour le faire payer. Voilà. Le syndic en question. Le syndic. D'accord, qui est copropriétaire, bien sûr. Et la difficulté naît du fait que, aussi au niveau professionnel, l'assistance qui aurait pu être faite par un professionnel ne sera pas faite. Pourquoi ? Parce que ce serait trop onéreux pour justement les petites copropriétés. Ça n'intéresse pas les syndics professionnels. Ça va être du perdant-perdant. Du perdant-perdant. Oui. D'accord. Et les assemblées générales, on va convoquer, il faut que tout le monde soit dans une salle pour prendre les décisions. Alors non, les deux copropriétaires qui se réunissent peuvent constituer assemblée générale et noter effectivement sur un PV. Il n'y a pas de convocation. Pas forcément, des fois, des convocations liées à ce type d'assemblée générale. D'accord. Très bien. Bon, en tout cas, merci pour... En tout cas, en termes de copropriété de lots, j'ai rapidement parlé de ça. Moi, ce que je conseille aux personnes, aujourd'hui, vous avez votre maison. Vous avez des fois, la maison est construite sous pilotis ou bien avec un demi-sous-sol. Votre enfant dit, voilà, vous voulez loger votre enfant, aider votre enfant décide d'aménager le sous-sol et de créer un appartement. Vous avez d'autres enfants. Je conseille aux gens, s'ils sont dans cette démarche-là, de ne pas laisser l'enfant ou de ne pas autoriser ou de ne pas inciter l'enfant à aménager en bas d'abord et ensuite voir comment on va régler la donation ou autre, le partage. D'abord de créer une copropriété avec 2 lots, faire venir un diagnostiqueur, appeler l'un des experts de la maison d'expertise, on fait des états descriptifs de division. C'est-à-dire un document qui détermine, voilà, le lot est composé d'une partie privative, donc la partie du logement, plus une partie commune d'usage privatif, souvent c'est un jardin, permet de déterminer 2 lots. Et ces 2 lots-là, le deuxième lot qui va faire l'objet de la construction d'un appartement, vous lui faites une donation, comme ça va éviter la problématique que j'ai dit en début d'émission, que le jour où vous voulez faire la donation, moi en tant qu'expert, je suis obligé d'évaluer et le haut et le bas, ça augmente la valeur globale du bien et ça fait payer plus de frais. Donc autant anticiper, faites notre copropriété, attribuez à chacun, il faut lui attribuer en fait le logement du bas, admettons. Et à ce moment-là, ça permet d'éviter beaucoup de problématiques, notamment ensuite par l'indivision ou autre. Ça sent de vécu, ça. Ah oui, non, mais ça, c'est de plus en plus, c'est récurrent. Aujourd'hui, moi, j'ai cette difficulté-là dans mes expertises. Parce que jamais dit, oui, mais c'est moi qui ai aménagé. J'ai un dossier que j'ai eu à traiter où, je ne vais pas vous cacher, la maison en elle-même n'a pas une grande valeur. C'est de grosses réparations. L'enfant a fait un prêt conso pour pouvoir lui construire le bas. Il a fait un super appartement, dernier cri avec les dernières. Et aujourd'hui, le père veut lui faire une donation de l'immeuble entier. Mais la difficulté, c'est ça. Moi, je ne peux pas évaluer l'immeuble sans prendre en considération la construction qu'il a fait en dessous. Alors, c'est vrai que lui, il apporte plus. Mais ce que je voulais entendre, c'est surtout ce qui est important, c'est que au niveau de la donation, il y aura des taxes à payer. Voilà, c'est ça, oui, c'est une donation, voilà, c'est ça. La donation, en fait, une certaine proportionnalité vis-à-vis de la valeur du bien. Donc, le fait qu'il ait fait des travaux, il ait amélioré le bien, certes, il apporte une plus-value. Donc, bon, on peut prendre en considération la plus-value qu'il apporte. Mais il faut qu'il puisse justifier. Le plus souvent, les gens, comme on fonctionne ici, on connaît tous un plombier, un électricien, on fait des coups de main, des choses, on améliore le logement et aujourd'hui, on se retrouve à payer deux fois un bien, quoi. C'est important que les gens prennent cette habitude-là aujourd'hui. Avant tout projet de construction, agrandissement, choses comme ça, il faut avoir la maîtrise du foncier et la maîtrise du bien, quoi. La propriété du bien. Vous construisez un bien sur un terrain, vous voulez que votre enfant construise un bien sur votre terrain, attribuez-lui la parcelle, faites un géomètre venir d'abord, faites la donation, il construit ensuite. Ne construisez pas d'abord et ensuite on règle les choses. C'est ça qui crée les difficultés ici aujourd'hui. D'accord. Et c'est cette faculté d'anticipation, comme disait Roméo, et tous les experts autour de la table qu'il faut que l'on ait. Parce qu'on peut parler de copropriété, mais il y a aussi cette notion de partage
de ces parcelles qui peuvent être partagées en 2 parcelles de terrain. Oui. C'est-à-dire qu'on aura la lecture suffisante et nécessaire pour pouvoir retirer du règlement d'urbanisme les possibilités qui peuvent être apportées aux parents ou aux personnes qui veulent faire cette donation, de pouvoir trouver une solution, par exemple en séparant le terrain en 2 parties, maintenir 2 parcelles de manière à pouvoir ne serait-ce que faciliter les solutions d'épandage que beaucoup de personnes oublient au niveau des constructions, et puis faire effectivement une mise en copropriété concernant la 3e parcelle, de manière à pouvoir solutionner mettre en place des solutions pour des personnes qui ont 3, 4, 5 enfants et qui peuvent trouver par ce biais-là des solutions efficaces. D'accord. Alors si je suis un indivisaire et que je me retrouve sur le terrain de l'indivision, est-ce que je peux me permettre, si d'aventure j'ai construit sur le terrain de l'indivision, d'accord, sans que la succession soit faite, est-ce que les autres indivisaires peuvent demander la démolition de ma maison? Sans qu'il y ait la succession. La succession n'a pas été faite. Je suis toujours en indivision. Je vous parle d'un cas vécu. Et je construis sur le terrain en question et les autres indivisaires veulent agir en justice pour demander la démolition de la maison. Est-ce que ça vous paraît possible? Moi, j'ai vu. Oui, je crois que c'est tout à fait possible parce qu'au niveau de l'indivision, il ne faut pas oublier que les droits sont partagés en 3. Donc, comme on le rappelait tout à l'heure, les droits d'user, de louer ou de vendre sont liés aux 3 personnes. Et si cette personne construit, elle enfreint justement ce droit qui peut être reconnu aux autres, puisque ce sont des initiatives qui doivent être prises d'un commun accord. Et c'est vrai que j'ai cru qu'il y a une jurisprudence qui est passée justement à ce niveau-là, où on avait effectivement les indivisaires avaient demandé la destruction d'un bien qui avait été construit sur un terrain sans autorisation. Voilà. D'accord. Petite précision. Oui, bien sûr. Vous avez dit que la succession n'est pas réglée. Non. Donc, quand la succession n'est pas réglée, la qualité d'héritier n'étant pas exacte, sûre, personne n'a la qualité pour vous dire de sortir. Quelle est sa qualité à lui pour vous dire à vous qui va détruire? Non, il faut d'abord passer par l'acte de notoriété après décès qui va vous identifier comme héritier. Et en tant qu'héritier, si vous êtes 7, vous représentez 1/7 et vous n'avez que 1/7 de droit à vous dire de sortir. Ah, merci madame. On revient encore au fait d'aller voir le notaire pour régler la succession. Toujours. Merci pour la précision. Parce que combien je peux demander à mon client dans ces conditions-là Non, mais la quote-part, c'est essentiel justement quand on a des litiges. Parce que vous avez des gens qui parlent fort, qui s'agitent beaucoup et qui représentent un petit quantième. Et puis vous avez au contraire une personne qui est très calme et qui, elle, est la plus importante à protéger parce qu'elle est les 3 quarts de la succession. Vous avez une personne qui représente plus de la moitié que 15 autres personnes. Donc c'est tout l'intérêt quand on règle une succession de savoir exactement quels sont les degrés de chacun et le quantième. C'est pas parce qu'on est 5 que forcément chacun a un 5e. Que chacun a un 5e. Parce que s'il y a des neveux, des nièces, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, voilà. Donc il faut savoir... Quand vous parlez au nom de combien de personnes? Alors, une autre question, puisque je profite de vous, vous êtes autour de ce plateau-là, je pense que nos téléspectateurs vont aussi bénéficier de votre richesse. J'ai vu dans une indivision un indivisaire qui a été condamné parce qu'il avait gardé les clés de la maison. C'est-à-dire qu'on lui a demandé un loyer pour ses maisons. C'est-à-dire qu'il n'occupait pas la maison en réalité, mais en fait, il avait les clés. Il était le seul à posséder les clés. Ça vous paraît logique qu'on puisse le condamner à payer un loyer parce qu'il garde les clés? Un loyer, une indemnité, je pense. Oui, une indemnité, pardon. Pour moi, c'est normal. Même s'il n'occupait pas réellement le logement, mais il se considère comme occupant exclusif. On considère qu'il a la justice exclusive. Dans ces conditions, il doit payer l'indemnité. Il doit payer l'indemnité, c'est ça. Mais écoutez, messieurs, madame, je vous remercie beaucoup pour votre participation. J'espère que ça a beaucoup profité à nos téléspectateurs. Je vous rappelle que la maison d'expertise se trouve 28 rue Blanqui à Fort-de-France
et vous avez également le numéro de notre généalogiste. Profitez-en. À bientôt. Merci. Bonne soirée.